En 2015, on a commencé à quelques-uns à travailler sur l'histoire de notre Église. On s'est donc mis en quête d'archives, on a interrogé des anciens, et dans les récits, il y avait un nom qui revenait régulièrement, c'était celui de Jean-Paul Crémer. Nous, on ne le connaissait pas personnellement, mais on a décidé, avec Jérémy Loiret, d'aller le rencontrer pour l'interroger. Ça s'est décidé comme ça, un peu du jour au lendemain. On a pris la voiture, on a traversé les Cévennes au petit matin, la moitié de la France, jusqu'à Olivet, où il habitait à l'époque. Et là, il nous a reçus et il nous a parlé plus précisément de son temps dans les camps de concentration à Natzweiler et à Buchenwald, avec des détails, avec crudité parfois. Donc nous, on savait qu'il avait été persécuté par les nazis, entre autres parce qu'il refusait le salut hitlérien au lycée. Mais là, il nous en a dit beaucoup plus. Il nous a parlé de sa jeunesse alsacienne et ménonite, il nous a parlé de sa foi, il nous a parlé de ses conditions de détention, de sa survie dans les camps. Et nous avons eu la chance de pouvoir le filmer, c'est ce que vous pourrez voir juste après. Après notre entretien, on était impressionnés, bien sûr, un peu émus aussi, et on lui a demandé s'il avait déjà fait quelque chose à partir de son histoire. Il nous a répondu que non, il avait bien rédigé quelque chose, mais ça dormait dans un tiroir depuis des années. Et là, nous, on a saisi qu'il y avait un enjeu de transmission, un document de grand intérêt aussi sur le plan spirituel, sur le plan historique, et on lui a proposé de le publier. Il y a donc eu une première édition qui a vraiment trouvé son public, et ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est une seconde édition, Le salut ne vient pas d'Hitler, qui inaugure une collection, la collection Témoins, chez Calvin Éditions. Alors, dans cette collection, le texte est introduit pour replacer, éclairer le parcours de Jean-Paul Crémer à la lumière du contexte historique. Elle est aussi annotée, déjà pour rendre la lecture plus évidente, mais aussi à des fins pédagogiques pour les plus jeunes générations, parce que l'intérêt du texte est qu'il fait vivre de l'intérieur le sort des déportés en général et celui des déportés croyants en particulier, qui est peut-être un peu moins connu. Bon, à chaque cours, quand le professeur entrait, il fallait dire Heil Hitler. Il faisait Heil Hitler, puis il fallait répondre. Moi, je ne l'ai jamais fait. Même quand il y avait hissé le drapeau programmé dans la cour de l'école, il fallait aussi faire chanter Deutschland über alles et puis de Horst Wessel-Lied. Il fallait chanter ça, alors j'ai refusé. Et puis il y avait les professeurs des Alsaciens qui disaient mais va donc dedans, tu peux toujours croire dans ton cœur ce que tu veux, n'est-ce pas, tu ne vas pas gâcher ton avenir comme ça. Et puis en 42, janvier 42, une loi est sortie que tous ceux qui n'étaient pas membres de la jeunesse hitlérienne ne pouvaient pas continuer leur étude dans un lycée ou à l'université. Alors j'étais expulsé. Et puis voilà que j'ai reçu un ordre de me présenter à la RAD en Allemagne, Reichsarbeitsdienst. Et puis moi je suis arrivé là avec un groupe, une trentaine, tous des Allemands qui sortaient de prison. Alors c'était des jeunes de 20 ans, 22 ans. Et puis c'était une compagnie disciplinaire, alors ça bardait. Et là, j'ai tout de suite dit, je refuserai de prêter serment. Parce qu'après un mois, il fallait prêter serment de fidélité au nazisme, fidélité à Adolf Hitler, et puis je jure de donner ma vie pour Adolf Hitler, je suis prêt à mourir pour lui. Alors moi, je leur ai dit, non, moi je ne fais pas ça. Pourquoi? Mais moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre.
n'est-ce pas? Encore moins pour une doctrine qui est contraire à ma foi. Alors j'étais fou furieux. Alors j'étais mis en cellule, d'abord condamné 5 jours du pain et de l'eau, un morceau de pain et de l'eau. Dormir sur une couchette, c'est-à-dire il n'y avait pas de matelas parce que c'était streng arrest sévère. Et je devais être au garde à vous toute la journée. On n'arrivait même pas à se coucher sur la couchette. Il y avait une latte devant et puis c'était des planches comme ça, espacées. Il n'y avait pas de chaise et tout ça. Et après, j'étais amené devant le général à Colmar même. Là, j'ai été condamné alors avec 10 jours. Et puis le commandant du camp et puis son adjoint venaient souvent dans ma cellule. Alors, vous êtes prêt à prêter serment? J'ai dit non. Vous savez ce que c'est? C'est 40 jours, parce qu'alors c'était 40 jours, ça devait venir de Berlin. Vous pouvez mettre 40 jours, mais je ne le ferai pas. Entre-temps, les autres ont été transférés à la Wehrmacht ou les SS, ceux qui étaient là. Et puis moi, j'étais encore là 2-3 jours, et puis après, ils m'ont amené à Fribourg, au siège de la Gestapo. Voilà, c'était des interrogatoires toute la journée. Battu. Et j'étais mis dans la Hebelstrasse, dans la prison à Fribourg, dans une cellule solitaire. Et alors, je devais être fusillé. Parce qu'il y en a beaucoup ici dans la région du centre. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'Alsaciens, des jeunes qui ont été fusillés. Je vais être fusillé, mais ils n'ont pas osé me fusiller. Pourquoi? Je suis après la guerre, parce que le dernier interrogatoire, il me disait, oui, vous êtes entêté, vous voulez être un martyr. Je ne cherche pas à être un martyr, moi je cherche à obéir au Seigneur. Alors il dit, vous serez un martyr, oui, mais pas comme vous le pensez. J'ai compris pourquoi, après la guerre. Ils n'ont pas osé me fusiller là à Fribourg, parce que ça aurait créé des remous dans la population. C'était connu que j'étais là. Ils m'avaient tabassé une fois. Oui, vous avez écrit de votre cellule, vous avez eu contact avec l'extérieur, donnez-nous les noms et tout ça. Je dis, comment voulez-vous que j'ai contact avec l'extérieur? Ils pensaient peut-être que j'avais soudoyé un gardien, parce que c'était des gardiens âgés qui avaient été à la retraite, qui avaient même été rappelés, qui n'étaient pas forcément des nazis, n'est-ce pas? Mais c'était impossible. Parce que j'ai compris après la guerre, l'évêque de la cathédrale de Fribourg avait dit, oui, c'est une honte, dans notre ville, il y a un jeune de 17 ans qui est incarcéré à cause de sa foi. Qui avait dit. Alors le Gestapo était partout, vous savez. Alors c'est pour ça qu'il m'avait tabassé, j'avais écrit, j'avais de contact. Le lendemain de mes 18 ans, le 27 novembre, le matin tôt, vous partez, que les gardiens disent. Bon, alors j'étais en habit tout léger, des chaussons de toile aux pieds, pas de chaussures, mis dans le fourgon, du fourgon dans un wagon aussi, avec des cellules, enfermé là dans une cellule, attendu 2 heures jusqu'à ce que le wagon soit attaché à un train, et puis trimballé jusqu'au soir. C'est le premier soir que je suis arrivé à Karlsruhe, à 8h30, 9h. Mais il n'y avait rien à manger, il faisait froid, il gelait. Et le lendemain matin, pareil. J'ai demandé, on n'a rien à manger. Ah non, vous n'êtes pas compté dans les effectifs, c'est demain. Oui, mais le lendemain, j'avais juste un morceau de pain, et puis leur café ersatz. Et puis, à nouveau, rebolote, fourgon cellulaire,
dans le train, nouveau dans une cellule, comme ça tous les jours. Et là, les autres soirs, j'ai pas pu voir où est-ce qu'on était. C'était la nuit, et puis bon, je ne connaissais pas les endroits. Et puis le 1er décembre, voilà, que nouveau sorti du train, dans un fourgon cellulaire, dans les rues, et puis je regarde, je pouvais voir un peu à travers l'interstice, mais on est à Strasbourg. Et c'était Strasbourg. Il m'avait amené de la prison au centre de Strasbourg, la rue du Corbeau. Le lendemain matin, à nouveau là, pareil. Ils pensaient que j'allais périr dans le train par le froid, par manque de nourriture et tout ça. Alors ils auraient pu dire oui, il est décédé dans un transfert. Hein. Alors, et puis de Strasbourg, justement, le lendemain matin, de nouveau dans le train, et puis j'ai vu qu'on montait vers Saint-Dié, dans les Vosges. Et puis je dis, où est-ce qu'on va? Alors je pensais qu'on allait peut-être à Schirmeck. J'ai entendu parler, c'était un camp de redressement, ce n'est pas un camp de concentration. Et puis alors on passe Schirmeck, on passe au Roto, la gare de Roto, et après la gare de Roto, dans la voie de triage, arrêt, sortir du wagon, deux groupes, un groupe interpeller les noms, etc. En tout cas, on est mis en rang, garde à vous et tout ça. On a traversé les lignes dans la neige vers un fourgon qui était là, qui a été stationné. Ils m'ont pris du milieu avec un autre, par le col. Vous sortez! Ils m'ont mis en premier dans le fourgon. Le fourgon était comme ça, il y avait la cabine du conducteur, et puis la porte était là. Et puis là, derrière la cabine du conducteur, il y avait deux petites cellules. Ils m'ont mis dans une cellule, l'autre dans l'autre cellule, à clé. Et puis après, ils ont fait entrer les autres. Et puis, il y en avait tellement qu'ils n'arrivaient pas à les mettre tous dedans. Ils ont fait un passage, et puis ils ont ouvert les cellules et mis un deuxième dans la petite cellule. On était serrés, mais pas comme les autres. Les autres étaient comme des sardines. À touche. Hein. Ils poussaient, fermaient la porte. Et puis c'était des Polonais, des Ukrainiens, quelques Tchèques et tout ça. Alors je demande où est-ce qu'on va. On a attendu là pendant 1 heure au moins ou plus. Et on commençait à transpirer. Avant on gelait de froid. Et là on transpirait, là, serré comme ça. Et puis je demande à un qui baragouinait un petit peu l'allemand, où est-ce qu'on va? On ne sait pas. Mais ils vont nous fusiller, ils vont nous gazer. C'est notre mort. On ne peut rien faire. Parce que ça arrivait en Pologne et en Ukraine, ils prenaient des prisonniers, mettaient dans un fourgon, mais c'était les tuyaux d'échappement qui allaient. Et il n'avait qu'à déverser des cadavres. En arrivant, j'étais sorti du fourgon à coups de pied. Nous, on était encore dans les cellules. Et finalement, ils ont ouvert les cellules pour nous faire sortir aussi. On tombait, il gelait au moins à 15 degrés. Il y avait un peu de soleil, on était ébloui par la lumière, et puis surtout saisi par le froid, on titubait sur la neige.
Et puis ceux-là, ils disaient « en rang par 5, une raille sous funf, en rang par 5, en rang par 5 ». Mais c'est pour vous polonais, ukrainiens, ne comprenez pas. Hein. Moi, je connaissais la musique. Hein. Et alors, j'ai dit aux autres, j'ai montré aux autres. Alors, ils ont compris, il fallait être en rang par 5, alors on se met en rang par 5. Moi, je suis mis au milieu. Hein. Parce que sur le côté, on recevait des coups. Alors, Fauvers marche, alors il avait en rang en avant. Alors c'était au niveau du sinicure. Il ne marchait pas en rang ou pas parce qu'on était arrêté 200 mètres avant le camp. Et puis, la portail s'ouvre et puis on rentre dedans. Alors moi j'avais déjà compris qu'on allait là-bas quand on est parti au Schirmeck. Et bien, juste après le portail, arrêté. Alors là, on arrête, et voilà qu'un SS vient, me prend par le col, me fait sortir brusquement, me fait monter le talus. Il y avait, parce que comme le camp était en pente, il y avait le chemin d'entrée, et puis un talus avec le fil de fer barbelé électrifié. Avec ordre, ne bougez pas, ne vous retournez pas. Donc ça c'est votre mort. J'ai dit bon, ils vont me fusiller. Ben, j'étais là, on a attendu un moment, et puis il était là, au garde à vous. Et puis j'entendais les cliquetis des fusils qu'ils armaient. Tout ça, alors j'ai dit oh, ils vont le fusiller. Non, mais c'était pas ça. Ils pensaient que j'allais faire un faux pas, prétexte alors de m'abattre, n'est-ce pas? Tentation de fuite, et puis voilà. Et puis après, finalement, j'ai rejoint les autres. Mais j'étais marqué. Parce que les SS et puis les offices savaient. En plus, moi, j'étais considéré comme sujet allemand, hein, étant alsacien. On avait les cuissons rouges, avec le numéro, la poitrine, et puis là. Et puis, sur les causes rouges, là c'est ici, là? Oui, mais là, il y a un F. J'ai mis un F après la guerre. Ça, c'était le numéro. Ça, c'était à Buchenwald. Alors, j'avais rouge, les Polonais avaient un P, les Belges un B, les Russes un R. Et puis moi, tu me voyais avec le triangle rouge, rien, j'étais un Allemand. Alors, tout de suite, il venait vers moi. Et puis le maître regarde à vous, et puis, pourquoi vous êtes ici? Et ben, je répondais parce que j'ai refusé de prêter serment à Adolf Hitler. Et de servir dans la Wehrmacht. Alors ils étaient fous furieux. Parce que au Struthof, tu as peut-être entendu, la durée de vie était de 3 mois maximum. Vous aviez peur, vous? C'était comment? Ben, le Seigneur, j'avais confiance dans le Seigneur. Le Seigneur m'a gardé, j'aurais pu être fusillé, j'aurais pu disparaître maintes fois. J'avais du Seigneur la promesse qu'il me garderait, parce que quand j'étais en cellule, j'avais reçu la promesse de Ésaïe, ne crains pas, je suis avec toi, je te garderai par ma main puissante, etc. Par plusieurs personnes qui m'avaient envoyé ce verset. Alors j'ai pris ça d'une promesse du Seigneur. C'était que j'étais marqué, n'est-ce pas? Une fois, par exemple, quand il y avait les 13 de Ballersdorf qui ont été fusillés, ils ont été condamnés à mort. C'était 13 qui étaient encore vivants, parce que je crois qu'il y a 2 qui sont morts en voulant passer la frontière, et puis un qui est arrivé en Suisse. Mais les 13 ont été condamnés à Strasbourg par le Volksgericht, condamnés à mort. Et quand il y avait comme ça, ils les amenaient au Struthof. Et quand ils arrivaient au Struthof, ils les faisaient, devant l'entrée, ils les faisaient entrer dans la première baraque, ce qu'on appelait la Folterkammer. Alors quand il y avait comme ça, ils les amenaient, ils les faisaient déshabiller, ils leur donnaient un paire de pantalons rayés, une paire de sabots aux pieds, et les amenaient à la Sandgrube, la carrière de sable qui était un peu plus loin. Et puis ce jour-là,
un SS m'avait mis dans la Häftlingseffektkammer, une baraque à l'extérieur, où il y avait tous les vêtements des détenus, qui étaient bien mis là, répertoriés dans des sacs en papier craft, sur un porte-manteau, là, avec tous les noms. Et alors il m'avait mis là, dans cette baraque, à récurer, en plein hiver, hein, le sol avec un seau, une brosse, une serpillière, récurer le sol. Et gare à moi si je mettais du verglas. Hein. Il fallait frotter, puis essuyer avant que ça gèle. Et je travaillais là, et tout à coup, j'entends rien, plus de bruit dehors, plus de coups de pioche, plus de cris, plus de hurlements, etc. Je me hasarde à regarder par la fenêtre, et puis là, je ne vois personne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout est tranquille. Je ne comprenais pas. Alors j'ai continué à travailler, et puis après j'entends quick, squick, squick, squick dans la neige. Alors je regarde de nouveau, c'était des SS, des soldats SS qui conduisaient 2 par 2 des hommes, torse nu, sabots aux pieds, et j'ai compris, ils les amenaient à la carrière de sable. J'ai regardé, je vois à peu près une dizaine, je ne pouvais pas hasarder à regarder trop longtemps, si jamais les SS rentrent dans le hangar. Alors j'ai continué à travailler, j'ai entendu les coups de feu et tout ça, puis de nouveau les coups qui partaient. Et puis sur cette entrefaite, voilà que cet officier fait éruption dans la salle, dans l'ancien hangar. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez vous évader? Alors moi je me suis dit au quart de roue, j'ai défilé mon numéro, parce que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais j'ai dit, mais je fais ce que vous m'avez ordonné de faire. Il m'avait oublié. Alors il me dit même, mais qu'est-ce que vous avez vu? Moi j'ai dit, mais j'ai travaillé ici. Je n'ai pas dit ce que j'avais entrevu. Hein. Alors il a quand même rengailé son pistolet, parce qu'il avait sorti son pistolet. Et puis il a dit, oui, ce sont 13 de vos cochons de Schweinehunde, tête de Français, qui ont refusé de servir dans la Wehrmacht, qui ont été condamnés à mort, qui ont été fusillés. 13 de vos compatriotes. Et vous êtes aussi un comme eux. Ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, votre tour arrivera bientôt. Parce que Kramer, quand on allait au Struthof, il faisait un speech. Ici, on entre par la porte, mais on sort par la cheminée. On ne savait pas si on vivrait encore le soir. Parce qu'un SS, un sous-officier, qui arrêtait un qui voulait s'évader, il avait une prime de 10 marks et 3 jours de congé supplémentaires. Alors, c'était facile. On travaillait à piquer la pioche. Il disait, Schneider, travaillez plus vite. Et puis finalement, il disait, donne-moi ta pioche. Ben, il fallait lui donner la pioche. Il jetait la pioche derrière lui. Et après, il disait, travaille plus vite, plus vite. Et l'autre faisait, avec les mains, prendre les cailloux et arracher les cailloux du talus et tout ça. On lui dit, bon, voilà, va chercher ta pioche. Oui, mais la pioche était derrière 2 sentinelles. Et quand il passait là, il tirait dans les jambes, dans le bas-ventre. Alors c'était un qui voulait s'évader. Il ne pouvait plus marcher, il gémissait, le sang lui coulait du bas-ventre, tout ça. Et puis après il a été mis en banque, j'ai jeté un petit coup d'œil, aligné par terre. Et puis quand on est reparti pour travailler, après la demi-heure, il était encore allongé là, il est mort pendant l'après-midi. C'était comme ça, le Struthof. À Buchenwald, c'était pareil. Là, j'ai expérimenté. Alors, j'étais transféré en avril à Buchenwald parce que Kramer, le commandant Kramer, était terrible.
parce qu'il ne voulait pas qu'il y avait un Alsacien ou un Lorrain. Il y avait 3 Lorrains qui étaient encore là. Moi, j'étais le seul Alsacien à ce moment-là. Qui soit là, en cas d'évasion, on trouverait plus facilement de l'aide et puis se cacher. Avant que j'étais arrivé, il y avait une évasion. Il y avait Winterberger avec 3 autres qui sont partis. Il y en a un qui a été rattrapé, qui était perdu en passant la frontière parce qu'il fallait se cacher, tout ça. Et puis, alors il a dû continuer son chemin seul, et puis il est arrivé vers, pas Belfort, Pontarlier, ou je sais pas où. Et puis là, il a été pris dans un restaurant, il n'avait pas de papier. Ils l'ont tabassé, puis il n'a pas dit qui il était. Hein. Mais après, ils ont quand même vu que c'était un de ceux-là qui était échappé. Et ils l'ont ramené au camp. Kramer l'a réceptionné à la gare de Roto, avec des coups et des insultes et tout ça. Il était enfermé en cellule, interrogé et tout ça. Quand il voulait qu'il donne des noms, comment ils avaient fait et tout ça. Mais lui, il n'a rien dit parce qu'il avait un peu aidé, ou qu'il était un peu de connivence pour les habits, pour les uniformes et puis tout ça. Alors il n'a rien dit, il a été pendu juste avant que j'arrive. Mais quand il a été pendu, moi j'ai entendu de camarades, il a dit à Kramer, « Kramer, toi aussi tu seras pendu un jour !» Et il a hurlé. Mais Kramer était pris à Bergen-Belsen par les Anglais. Et puis il a été condamné en novembre 1945. Voilà, c'est comme ça. Buchenwald, c'était plus grand. On arrivait plus à se fondre dans la masse, n'est-ce pas? Mais comme moi c'était désigné. Il y a bien des fois j'aurais pu passer. Vous aviez, à Buchenwald, vous aviez une tâche particulière On va travailler à la carrière, on travaillait des blanchiments de neige et puis d'autres travaux. À un moment donné, j'ai travaillé dans la Schlosserei, c'était un hangar où ils faisaient des charnières. Alors le travail que je devais faire là, c'était tailler des tôles qui étaient d'ici jusqu'à comme ça, cette largeur. Faire des languettes. C'est des tôles assez épaisses, avec une cisaille qui était sur le poteau, à main nue, hein. Et puis il y en avait un qui tenait, une autre là, puis je faisais ça toute la journée. Il fallait travailler vite. Hein. Il y avait une presse pour faire la charnière. On mettait la tôle sur une empreinte, avec le pied, un marteau pilon, poums, et puis ça faisait la charnière. En tout cas, il voyait que j'étais assez adroit. Un contremaître m'a mis là, à cette presse. Bon, j'arrivais, et puis il m'a même dit, oh, tu arrives à faire plus vite, parce que je rythmais mes gestes, tu sais, pour prendre là, avec une pincette, mettre dessous, presser avec le pied, bang, et puis tout de suite. Et alors, tout d'un coup, j'entends, ça travaille plus vite, ça martèle plus vite autour de moi. J'ai dit, il doit y avoir l'SS, jeté un coup d'œil, il y avait l'SS derrière moi. L'officier. Et puis tout à coup il me crie « Schneller, Schneller, plus vite, plus vite !» Ben, je faisais vite, hein, je ne pouvais pas faire plus vite. Alors finalement il me dit, alors il me crie encore « Non, Schneller, Schneller !» Et j'ai comme ça pendant 5 minutes, et puis il était toujours derrière moi « Schneller !» Et je rythmais mes gestes, tu sais, et puis pressé pour ne pas m'écraser les doigts. Hein. Et j'ai compris que c'est ça qu'il cherchait. Et puis tout d'un coup, il crie « Sabotage !» Il veut s'écraser les doigts pour ne pas aller dans la Wehrmacht. Vous serez puni. Alors, parce que les doigts écrasés, je ne pouvais plus tenir un fusil. Hein. Les autres qui travaillaient étaient ahuris, ils ne pouvaient rien faire. Hein. Ils n'osaient rien dire et puis montrer. Vous serez puni. Après l'appel, vous revenez ici. Pendant 1 semaine. Alors après l'appel, j'ai dû me présenter.
il m'a mis pour creuser une tranchée qui était déjà vers le hangar là. Je ne sais pas si c'était une tranchée pour l'électricité ou de l'eau. C'est des tranchées comme ça, avec cette profondeur, toute la nuit, jusqu'au matin. Et le matin, c'était l'appel, hein, où on était appelé pour... on était au garde à vous pendant... Le matin, c'était 1 heure, ou 3/4 d'heure minimum, 1 heure. Le soir, c'était 3-4 heures, hein, au garde à vous. Et là, il fallait aller avec la musique encore, hein, se mettre en rang dans les différents commandos. Alors j'allais aller là, et puis voilà un communiste allemand qui me connaissait un peu, et qui dit viens vite, tu ne peux pas retourner sur le commando, ça sera ta mort. Viens, ne dis rien. Et puis il m'emmène, il me présente devant un SS, et puis je l'entends dire nous avons besoin d'un ouvrier dans l'atelier des sabots. Voilà un ébéniste. Je ne suis pas ébéniste. Alors bon, c'était bien, oui, d'accord. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de chaussures, tout le monde avait des sabots. Après, il n'y avait pas d'assez de... Et puis, ça s'usait, hein. Il y avait des trous même dans le sabot. Alors, il rabotait un petit peu, il collait une planchette de cette épaisseur dessus, n'est-ce pas? Alors, ils m'ont montré comment faire, j'ai fait ça, et puis bien sûr, il y avait le SS en charge là, qui est tout de suite venu après, pour voir comment je travaillais. Si je n'étais pas un ébéniste, si je ne savais pas comment faire, je valsais, hein. Mais ça allait. Alors, j'ai travaillé là pendant un certain temps. Il faut dire, dans les camps, au Struthof, partout, la gérance intérieure du camp, cuisine, bureau, c'était géré par les prisonniers eux-mêmes, n'est-ce pas? D'accord, ils devaient faire comme les SS le disaient, hein. Mais c'est comme ça que j'ai été changé par celui-là de commando. Et à la Libération, oui. Vous avez été déplacé? Ou est-ce que vous avez fait partie des 21 000 qui sont on était 50 000 à Buchenwald, et puis ils ont essayé d'évacuer autant que possible. Tout le monde devait être évacué. Parce qu'ils avaient reçu l'ordre de détruire le camp et tout ça. Alors, il y en a beaucoup qui sont morts dans la forêt. Il y a des convois qui sont allés dans des wagons, même des wagons ouverts. Il y en a qui sont arrivés à Tachau 1 semaine après, avec plus de la moitié morts, hein. Et moi, j'ai pu rester là, pas sortir. Il y avait une certaine organisation cachée. Le camp a été délivré le 11 avril, et c'est seulement vers fin avril que j'étais un des premiers convois qui est sorti avec quelques détenus dans un camion militaire américain, dans le train après à Eisenach, et puis du front endroit pour arriver finalement à Hayange, un centre de rapatriement. Et là, j'étais connu. J'ai vu que j'étais connu. Parce que il scannait tous ceux qui entraient un par un pour voir. Parce qu'il y en avait qui venaient prétendant venaient de camp, et puis c'était des nazis, n'est-ce pas? Vous aviez des camarades dans le camp avec qui vous étiez plus souvent? Il y avait d'autres chrétiens ou... Des chrétiens, pas que réellement que je les côtoyais, mais certains camarades que je restais en contact avant la guerre, mais ils sont tous morts. Il y en a que vous avez vu mourir à côté de vous. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu la haine contre les nazis? Non. Même à la Gestapo, moi j'ai dit, moi je ne voyais pas. Vous me haïssez. Non, je ne voyais pas. Vous êtes un homme comme les autres. Mais moi j'aime le Seigneur Jésus.